Épisode 1, l'argent n'a pas d'odeur, d'où vient la monnaie et pourquoi on y croit tous. Imaginez que demain matin, votre carte bancaire fonctionne toujours. Vos billets sont toujours là, mais plus personne n'en veut. Vous pouvez payer, techniquement, mais personne n'accepte d'être payé. Plus rien ne s'échange. Pas parce que l'argent a disparu, mais parce que quelque chose de beaucoup plus fragile s'est évaporé, la confiance. Aujourd'hui, on va parler d'un objet tellement banal qu'on oublie qu'il est profondément étrange. L'argent. D'où il vient, pourquoi il vaut quelque chose et surtout, pourquoi on accepte tous, collectivement, d'y croire. Chapitre 1. Sortir du mythe du troc. On raconte souvent que l'argent est né pour remplacer le troc. Une belle histoire. Avant, on échangeait des vaches contre du blé. Et puis un jour, on a inventé la monnaie parce que c'était plus pratique. Le problème, c'est que cette histoire est surtout une fable économique. Les anthropologues, eux, ont cherché ce fameux monde du troc généralisé. Et ils ne l'ont jamais vraiment trouvé. Karl Polanyi, Marcel Mauss ou encore David Graeber l'expliquent très bien. Dans les sociétés anciennes, on ne passait pas son temps à négocier des échanges équivalents entre inconnus. En fait, les échanges reposaient surtout sur des relations sociales. Le don, la dette morale, l'obligation réciproque. On donnait aujourd'hui, on rendait plus tard. Pas parce qu'on avait calculé la valeur exacte, mais parce qu'on faisait partie du même groupe. Le troc pur, celui que nous racontent les manuels, n'apparaît en réalité que dans des situations très particulières, entre étrangers ou dans un système monétaire lorsqu'il s'effondre. Autrement dit, l'argent n'est pas venu remplacer le troc, il est venu remplacer quelque chose de beaucoup plus contraignant, le lien social permanent. Chapitre 2. Quand la valeur prend une forme. Si l'argent ne vient pas du troc, alors d'où vient-il ? La réponse est moins romantique, mais beaucoup plus politique. L'argent apparaît quand il faut organiser des sociétés plus larges, plus complexes, avec des inconnus. Il faut payer des soldats, collecter des impôts, stocker de la richesse, compter ce qui est dû. Les premières formes de monnaie servent en fait d'abord à régler des dettes, notamment envers le pouvoir. Coquillages, sel, métaux, ce ne sont pas juste des objets inutiles, ce sont des unités reconnues par l'autorité. La monnaie, dès le départ, est donc liée à l'État, à la guerre, à l'administration, pas seulement au marché. Chapitre 3. L'illusion de la valeur réelle. Pendant longtemps, on a voulu faire croire que la valeur venait de la matière elle-même. De l'or, de l'argent, quelque chose de rare, de lourd, de tangible. Comme si ce métal pouvait garantir la valeur à notre place. Par exemple, l'étalon or reposait sur cette idée rassurante. La monnaie vaudrait quelque chose parce qu'elle serait convertible en une richesse réelle, ici de l'or. Mais même là, la valeur ne tient que parce que tout le monde accepte d'y croire. L'or n'est précieux que parce qu'on le traite comme tel. Et c'est là qu'intervient la fameuse loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça montre que les comportements sociaux comptent plus que la matière. Les gens gardent ce qu'ils jugent précieux et dépensent ce qu'ils jugent moins fiable. Chapitre 4. La confiance comme fondement. Aujourd'hui, cette illusion est tombée. Nos billets ne valent presque rien en tant qu'objet. Nos comptes bancaires ne sont que des lignes dans des bases de données. Et pourtant, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que l'argent moderne repose sur une idée simple et vertigineuse. La confiance collective. Confiance dans l'État, dans les banques centrales, dans le fait que demain, quelqu'un acceptera encore ce moyen de paiement. Comme le dirait Pierre Bourdieu, cette confiance est incorporée.
On n'y pense même plus. On agit comme si l'argent allait de soi. Et c'est précisément pour ça qu'il est puissant. Chapitre 5. Symptômes contemporains. Et quand cette confiance vacille, certains cherchent des alternatives. Des monnaies sans État, sans banque centrale, sans intermédiaire. Les crypto-monnaies ne tombent donc pas du ciel. Elles expriment à la fois une méfiance envers les institutions et un vieux rêve, celui d'un argent purement technique, débarrassé du politique, mais là encore sans croyance collective, sans adhésion massive, même le code ne vaut rien. Alors en conclusion, l'argent n'a peut-être pas d'odeur, mais il a une histoire, une forme et surtout un pouvoir immense. Il ne vaut rien pour lui tout seul, mais il organise presque tout, nos échanges, nos hiérarchies, nos vies. Dans ce podcast, on ne va pas apprendre à gagner plus d'argent, mais on va essayer de comprendre ce qu'il nous fait faire et ce qu'il nous fait accepter. Bienvenue dans le jeu de société et c'est à vous de jouer.